Même mon point de vue et ce que je vais exposer aujourd'hui, c'est que j'ai un problème avec l'adjectif postcolonial. Je ne suis pas le seul, hein, je le sais, hein, je ne suis pas le seul. C'est pas pour bien que Hérodote a fait un numéro spécial pour essayer de faire le point dessus. C'est pas pour bien que Béatrice, qui va arriver, a fait un petit point sur une note sur les fondements des postcolonial studies. Et c'est vrai qu'on a toute une série de problèmes avec ce terme-là. Alors, je voudrais, avant d'entrer, avant de ir al grano, comme on dit chez nous, c'est-à-dire avant d'aller dans le vif du sujet, dire pourquoi j'ai un problème hein, avec ce terme de postcolonial. D'abord parce que c'est vrai, je crois que Béatrice l'a bien fait remarquer dans ses travaux, il y a un malentendu, comme très souvent, dès qu'il y a un mot anglais, qu'on essaye, un mot ou une notion, ou un programme anglais qui se met en place, on ne le perçoit pas de la même manière, on ne l'interprète pas de la même manière, et bien évidemment, ensuite, on ne le pratique pas de la même manière. Pour Béatrice Collignon, elle a dû vous en parler, effectivement, il ne faut pas entendre post-colonial par après-colonial, mais au-delà, il faut aller au-delà hein, des principes même du paradigme colonial. Donc il faut, je ne vais pas dire qu'il faut faire table rase, mais presque du passé. C'est une véritable rupture, elle parle de rupture radicale avec une histoire linéaire, chronologique, qui ne fonctionne plus, qui doit être fragmentée et vue de manière complètement différente. Et ça, c'est un point qui est très très important. Hein. Et pourtant, quand on discute ensuite entre nous de postcolonial, de quoi on parle finalement? De relations entre les anciennes métropoles et les anciennes colonies, et la relation qui existe entre le colonialisme d'un temps et l'impérialisme d'aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on retombe de temps en temps toujours sur les mêmes choses, et ça pose problème parce que si on prend le terme de postcolonial sous l'angle effectivement des post-colonial studies, il s'agit non pas d'un constat historique, hein, le post-colonial, mais d'une lecture de l'histoire. Pas tout à fait pas. Hein. Et dans cette perspective, si on prend cette perspective, c'est-à-dire d'une lecture de l'histoire, la notion même de situation postcoloniale n'a pas de sens. Il n'y a pas de situation postcoloniale, il n'y a qu'un regard sur l'histoire qui va s'inspirer d'une théorie postcoloniale. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même ordre d'idée. Hein. Et dans le même sens, que signifie une société postcoloniale? À la limite, si on le prend au pied de la lettre, on dit il y a une colonie, ça s'arrête, et ensuite c'est postcolonial, mais ce n'est pas l'idée, justement, des post-colonial studies, alors qu'au départ, effectivement, il s'agit plutôt quand même de ce regard-là, puisque, rappelez-vous, il s'agit de critiquer les sources occidentales du savoir, et donc de décentrer nos méthodes, et notamment nos méthodes historiques. Hein. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important à noter. Il y a un deuxième point fondamental, c'est qu'à partir du moment où on critique les sources occidentales du savoir, occidentales évidemment au sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord hein, et leurs satellites, ce mot est connoté, encore une fois, le terme d'Occident, de la même manière que le terme de Sud ou celui de Nord, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas fréquenté la Bibliothèque nationale, que les manuscrits mexicains hein, de la Bibliothèque nationale sont entreposés dans la salle des manuscrits orientaux. Comme quoi, entre l'Ouest et l'Est, tout dépend quel est le point de départ. Et ça me fait toujours penser à ce que dit le Chinois installé dans le fort de la cavalerie, dans le 22e de cavalerie, qui dit à Lucky Luke mais je ne vous comprendrai jamais, vous autres orientaux. Et Lucky Luke lui répondant, mais attendez, l'oriental c'est vous, c'est pas nous. Et le chinois lui répond, non, les orientaux, pour nous natifs de Canton, c'est vous. Effectivement, encore une fois, quel est le point de départ pour savoir quel est l'Occident ou l'Orient? Je crois qu'il faut relire encore Lucky Luke, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc ça, c'est une dimension qui me paraît importante, d'autant que l'idée
des post-colonial studies, c'est de quand même essayer de rejeter la domination du monde occidental. Hein. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Chakrabarty. Alors, excusez mon anglais, je suis meilleur en espagnol. Hein, Provincializing Europe, hein, donc provincialiser l'Europe. Hein. On dit que finalement, c'est une sorte de manifeste anticolonial. L'Europe est une province comme partout ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire admettre hein, de la part d'un certain nombre de nos collègues. J'ai été pendant plusieurs années au comité national du CNRS. Et c'était quand même assez amusant de voir qu'à l'époque, il y avait un débat sur les aires culturelles. Oui. Hein. Alors, c'était. Alors, moi, en tant que géographe, travaillant sur les villes, mais travaillant sur le Mexique, on me disait bon, toi qui es mexicaniste, je disais non, je ne suis pas mexicaniste, je suis géographe, je travaille sur les villes, il se trouve que mon terrain, c'est le Mexique. Mais il y avait un autre collègue, donc je ne citerai pas le nom. Je dis, toi, tu es géographe, tu travailles sur les villes de France, hein, on ne dit pas que tu es un francialiste. Bah non, alors je dis pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait la France, et de l'autre, il y avait les aires culturelles. Et alors, là, encore une fois, cette relation entre centre et périphérie est fondamentale, puisqu'elle est au cœur même du système de pensée académique. Et c'est assez gênant, parce que c'était l'époque même où on essayait de remettre en cause le statut des aires culturelles. Moi, mon parti, c'est simple, c'est que l'Europe est une aire culturelle. Ouais, hein. Mais non, ça, là, non, l'Europe, non, c'est l'Europe. La France, c'est le centre de l'Europe. Paris, c'est le centre de la France. Et puis au centre de Paris, il y a quelques petits centres, dont vous ne faites pas partie parce que vous êtes à l'extérieur, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Je dirais qu'en gros, il y a ce qui est à l'intérieur du périphérique, et puis il y a l'extérieur. Hein. Et je dis extérieur, c'est pas pour rien, parce que le représentant des SHS, à ce moment-là, de toute façon, les aires culturelles, c'est idiot. Hein, il ne faudrait plus en parler. Il faudrait parler des mondes extérieurs. Alors, vous imaginez, voilà, hein, je suis d'accord avec toi, Béatrice, vous imaginez ce que ça veut dire? Oh non, les aires culturelles, c'est idiot, c'est les mondes extérieurs. La relation centre-périphérie, ce que ça signifie dans ce cas-là. Et je me souviens qu'ensuite, on devait examiner le cas on devait examiner les revues, et parmi les revues, il y avait les cahiers d'outre-mer. Donc je vais suggérer qu'on change le nom des cahiers d'outre-mer et qu'on les appelle les cahiers d'outre-mondes extérieurs. Ça n'a pas été approuvé, c'est dommage, ça aurait été rigolo. Mais c'est une constante, et je crois quand même qu'il faut penser à ça. Et à partir de là, la question que je me pose, c'est très bien les post-colonial studies, mais est-ce que j'en ai vraiment, moi, besoin, tel quel, pour penser mes objets géographiques ou historiques? Si c'est pour dire qu'effectivement qu'il n'y a pas d'histoire linéaire et qu'il y a des allers-retours permanents entre le présent et le passé, je suis entièrement d'accord et je le fais depuis longtemps. S'il s'agit de dire qu'il ne faut pas placer l'Europe au centre, oui, je suis entièrement d'accord, et c'est pas pour rien que je travaille sur le Mexique et maintenant sur le Nicaragua. Je trouve que déjà le Mexique c'est trop gros, donc je vais sur le Nicaragua, et c'est pas pour rien aussi que j'ai un séminaire à l'EHESS qui s'intitule Autre géographie, géographie de l'autre, pour justement décentrer en permanence les étudiants. Donc ça c'est un véritable problème, et j'ai découvert que je faisais des post-colonial studies sans savoir. C'était Monsieur Jourdain de la géographie et un petit peu de la géopolitique. C'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant parce que nos collègues, même si le point de départ vient d'anciens pays colonisés, d'ailleurs plutôt par l'Angleterre, c'est quand même dans le monde anglo-saxon que ça s'est diffusé. Le monde anglo-saxon, c'est le monde impérialiste par essence à l'heure actuelle. Donc ça, c'est quand même un petit peu gênant. C'est d'autant plus gênant que, et là, Laurent Dubreuil, il a raison, dans Espace-Temps, dans le numéro de 2006 d'Espace-Temps, qui a été consacré aux Post-Colonial Studies, quand il dit que ce qu'il y a de bien avec les Post-Colonial Studies, c'est que c'est la démonstration par l'indigène que l'Occident n'a pas le privilège du concept. C'est très très bien, je suis vraiment ravi de savoir qu'il n'y a pas que nous qui savons penser, qu'il y a même les autres. Ceux qui sont à l'extérieur du pouvoir périphérique, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert l'eau tiède? Je savais que les gens savaient penser ailleurs que par chez moi.
Et je citerai par exemple un auteur mexicain, Miguel León Portilla, qui en 1956 a écrit un bouquin qui s'appelle La philosophie nahuatl, donc la philosophie nahuatl, où effectivement il montre que les peuples préhispaniques, plus particulièrement les Mexicains et les Aztèques, savaient fabriquer des concepts. Et c'est pas pour rien s'il utilise le terme de philosophie. Le terme, il n'est pas neutre. Parce que généralement, c'est vrai, dans la tradition, on parle de la pensée. La pensée préhispanique.